Bonjour à tous ceux qui arrivent. On voit le nombre augmenter. Bienvenue. Donc la session va se passer de la façon suivante. Une demi-heure pendant laquelle je vais avoir la parole, apprendre de fait, pour parler de ce sujet de l'incertitude et comment Vianéo on l'aborde et on le prend à bras le corps. Et puis ensuite, Marianne, pendant 10 minutes, pourra parler du cas d'usage pour lequel elle est à l'œuvre au quotidien chez GE Healthcare depuis 1 an. On aura 5 minutes aussi d'un autre témoignage, mais qui sera un témoignage audio, parce que Emmanuel Francillard a bien voulu partager sa vision des choses, mais malheureusement n'était pas disponible. Et ensuite, un quart d'heure de questions-réponses très ouvertes pour échanger et répondre à toutes vos questions. Pascaline, je te laisse te présenter. Donc, Pascaline Thiebaud, je suis associée chez Vianéo avec Séverine depuis 9 ans maintenant et chez Vianéo, j'œuvre sur la partie prestations de formation et de conseil. Voilà. Et Marianne, tu veux, on laissons le suspense, tu te présenteras tout à l'heure. Voilà. Et toi, tu ne te présentes pas, Séverine? Ah bah si, je commence. Alors, c'est parfait, on avait dit à 50 personnes connectées, on commence et on est 52. Donc, allons-y. Je vais commencer ma présentation. Je me présente. Alors, attendez, je lance la présentation. Non, évidemment, il faut cliquer au bon endroit. Pardon, j'arrive. Il faut bien qu'il y ait un tout petit peu de technique qui s'en mêle. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Et je vais me mettre en plein écran. Voilà, nous y sommes, c'est bon? Alors, donc oui, Séverine Herlin, j'ai fondé Vianéo il y a une dizaine d'années et sur un sujet qui en fait aujourd'hui nous parle vraiment particulièrement à Vianéo, puisqu'en fait le point de départ de la création de Vianéo a été un gros point d'interrogation et justement une grande situation d'incertitude puisqu'il s'agissait d'accompagner une équipe de start-upers qui avait beaucoup de conviction, de vision et d'enthousiasme et d'expertise et qui voulait lancer sa start-up mais sans savoir où aller, comment y aller, pourquoi y aller dans le fond, pour quels utilisateurs, etc. Et donc, ils m'ont posé cette question puisque moi-même, j'avais pu œuvrer dans des cadres de marketing stratégique des grands groupes et que j'avais fait des études de marché. Or, le gros souci qu'ils avaient et que j'ai eu, c'est que à l'inverse d'un grand groupe qui a un produit, eux n'avaient strictement rien. Et donc, on est en pleine incertitude. Comment fait-on ? Donc, on reparlera de Vianéo un peu plus tard sur le fond et surtout le cœur de notre activité. Mais nous avons vraiment dans notre ADN ce sujet de l'incertitude, ce sujet de on veut y aller, on a la conviction qu'il y a une place pour nous sur le marché ou dans un espace où on va pouvoir apporter de la valeur ajoutée. Mais encore faut-il partager cette conviction avec ceux qui sont effectivement dans cet espace. Tout le sujet de l'innovation, mais aussi de la transformation et de la problématique de l'accès à cette valeur qui encore, pour le moment, n'est pas perçue. Alors, pourquoi ce sujet, aujourd'hui, on a souhaité vous proposer ce webinaire parce qu'aujourd'hui, évidemment, l'incertitude est au cœur et je pense que ça va même devenir très vite une tarte à la crème. Donc, il va falloir faire attention avec les tartes à la crème, que ce ne soit pas trop un effet de mode, mais que du coup, ce soit au contraire un moyen de
bonne fois pour toutes se dire que l'incertitude, on n'a pas le choix. Il faut la saisir à bras le corps. Donc j'en veux pour preuve ces quelques copies d'écran que je vous propose, un très bon webinaire de Olivier Siboni dans le cadre de BPI Université, qui est un prof d'HEC, un article dans HBR sur comment garder le pouvoir d'agir malgré l'incertitude. Je vous conseille également d'aller sur ce site, les Assises internationales du roman 2020, qui est sur le sujet Le temps de l'incertitude. Vous trouverez des textes absolument passionnants. Passionnants de romanciers sur ce sujet. Tapez aussi incertitude sur Google et vous verrez, le résultat arrivera très vite, vous en aurez beaucoup. Et évidemment, le premier résultat concerne le Covid. On est en plein dedans. En fait, si le sujet aujourd'hui est si important, c'est que je pense qu'on a tous vécu, chacun, par ce temps de confinement, une espèce de situation improbable dans laquelle l'avenir n'existait plus. Alors, je ne sais pas si vous l'avez ressenti à ce point-là, mais tout à coup, finalement, il n'y a plus d'avenir. On ne sait plus. Tout est presque barré. Donc, dans ce contexte aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Nous devons intégrer l'incertitude dans nos stratégies cognitives. On n'a plus le choix. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, c'est peut-être un bien grand mot, mais ça signifie tout simplement que dans nos pensées, dans notre façon d'appréhender le monde, dans notre façon de voir le monde, il faut absolument que l'incertitude soit placée. Et ça, c'est pourtant pas, un système ne veut pas placer l'incertitude, un système veut au contraire l'évacuer au plus vite de la situation. Et pourquoi aujourd'hui on n'a pas le choix plus que jamais, mais finalement on n'avait pas le choix avant. Et d'ailleurs, un des grands experts de l'incertitude, Edgar Morin, qui aujourd'hui a même écrit un article le 6 mars sur le sujet, dit: le plus grand apport de connaissance du XXe siècle, ça a été la connaissance des limites de notre connaissance. Donc nous, à Vianeo, on est très contents puisque notre sujet, notre ADN, c'est vraiment l'enjeu de la certitude. Pardon, alors attendez, on me demande un aspect technique. Voilà. C'est bon? Oui, donc je disais, pardon, donc Edgar Morin lui dit finalement aujourd'hui il faut absolument intégrer cette notion d'incertitude dans notre quotidien parce qu'on a pris conscience, contrairement au siècle des Lumières où on voulait absolument contrôler tout, maintenant on a bien conscience qu'on est dans la limite. L'incertitude finalement, pourquoi c'est une réalité et qu'elle est pas... elle est plutôt une bonne nouvelle. C'est l'incertitude, tout simplement, c'est un fait. On commence par le point du milieu. Si on savait prédire l'avenir, si on savait lire dans une boule de cristal, ça se saurait. Et je pense que les Madame Irma seraient les plus riches de la planète. Donc c'est un fait, on est en plein dedans. Et c'est un fait parce qu'elle est tout simplement humaine. Et là encore, je cite Edgar Morin qui dit que l'incertitude reste l'élément inexpugnable de la condition humaine. Vous ne pouvez pas l'enlever. Je pense que tout être humain, dès la conception est dans ce cadre incertain. Et la bonne nouvelle de l'incertitude, c'est qu'elle est source d'opportunités, de créativité. Elle est tout simplement source de vie, puisque c'est par ça que va se renouveler les possibles. Et les artistes créateurs en sont les bons exemples, puisque eux-mêmes, ils ne peuvent pas vivre sans cette incertitude. Et j'ai lu par Nicolas de Staël, que j'aime beaucoup et qui était quelqu'un d'assez tourmenté et vivant cette incertitude, mais du coup la transcendant par son œuvre. Donc l'incertitude, c'est une réalité. Et le paradoxe, c'est qu'on a voulu l'enlever de notre monde, de nos systèmes, de notre façon d'appréhender l'action, l'activité. Et donc, aujourd'hui, on a une situation où il faut qu'on change de paradigme, vraiment de manière presque radicale. Et ces 2 mois qu'on vient de passer ont eu cette radicalité. Changer de paradigme sur 3 niveaux. Premier, c'est qu'il faut qu'on accepte de ne pas savoir.
Et accepter de ne pas savoir, c'est même le leader qui, au cœur de son action de leader, doit pouvoir dire « je suis faillible, je ne sais pas et j'ai des limites dans ma décision ». Ça, je pense qu'on va, c'est une excellente nouvelle, à mon sens, on va pouvoir avoir de plus en plus de leaders qui auront le droit, parce que de tout simplement, la crédibilité vient du fait qu'ils ont l'honnêteté de dire qu'ils ne savent pas. Mais ça demande quand même de grands changements dans nos systèmes. Et je pense que Marianne pourra en reparler tout à l'heure sur la gestion d'un grand groupe, qu'un chef dirigeant dise « je ne sais pas », ça paraît assez effrayant. Donc, c'est un véritable changement de paradigme. On n'a pas le choix non plus, il faut changer de méthode. J'ai pris l'image d'un banc de poissons. Ce banc de poissons sait très bien réagir face à un requin parce qu'il connaît le comportement du requin et qu'il sait que c'est la meilleure façon de limiter la casse. Peut-être que demain, le comportement du requin va complètement changer. Réchauffement climatique ou autre, on n'en sait rien. Il faut changer de méthode parce que cette méthode-là ne sera plus la bonne. Et en particulier, il faut changer de méthode parce que les méthodes en fait nous permettent d'agir parce que l'on sait déjà. Là, il faut qu'on se mette dans des méthodes qui nous permettent d'agir dans une réalité que l'on va découvrir en avançant. Et puis évidemment, le dernier point, il faut repenser sa stratégie. Alors là, j'ai une bonne illustration. Donc, une stratégie, on la pense à 3 ans, quinquennale, quand on est une grande institution, voire même à 1 an, on se dit c'est déjà bien. Récemment, je parlais avec un dirigeant d'un grand groupe qui me disait c'est hallucinant de voir à quel point notre stratégie de l'année est totalement obsolète aujourd'hui. Personne n'en revient, donc c'est une réalité. Et puis une autre petite anecdote, mais il se trouve que le 11 mars, j'étais avec Antoine Sampé, qui est sans doute présent, je crois, qui m'écoute. Nous étions dans les locaux de l'ARS, l'Agence régionale de santé Île-de-France, donc le 11 mars. Rendez-vous pour préparer un hackathon. Et l'anecdote qui a posteriori est assez croquante, c'est que nous sommes ressortis de ce rendez-vous avec sous la main cette image que vous voyez qui est le plan régional de santé 2018-2022, 250 pages parfaitement écrites sur tous les enjeux de l'amélioration de la santé des Franciliens. Et alors que nous avions ce document sous le bras, nous sommes passés à côté de la cellule de crise du Covid de l'ARS, qui était au démarrage de son effervescence. Et en y repensant, je me dis que là, il y a eu un vrai moment de dissonance cognitive entre un plan écrit pour 5 ans et une réalité qui était en train de totalement le mettre à plat. Voilà, donc changement de paradigme, on ne sait pas. Il faut d'autres méthodes et puis la stratégie à 5 ans, à 1 an, c'est pas possible. Alors comment on fait pour décrire une stratégie dans un contexte aussi incertain? Ce qu'on fait d'habitude, c'est on fait un plan A, on se base sur le passé et on se dit le futur est prédictible. Autant vous dire que cette solution-là, c'est même plus la peine. Je crois que plus personne ne sera crédible à la faire ainsi. Autre solution, on se dit on fait plusieurs plans. 1, 2, N. En général, on fait un plan A, un plan B. Là, on peut se dire qu'on va en faire plusieurs et on va se baser sur le futur en imaginant un arbre des possibles et se disant bon, bah, tel chemin, et on teste des choses sur différents axes. Nous, à Vianeo, on serait beaucoup plus, on est beaucoup plus à l'aise à faire un plan réaliste. Et donc, pas forcément 50 plans, mais un plan réaliste, c'est-à-dire un plan qui s'inscrit dans le présent et qui pousse à une décision qui se prend dans l'instant T, voilà, qui construit en fait avec la réalité. Ça, c'est vraiment notre sujet et la façon d'appréhender finalement une réalité incertaine. Alors, pour vous donner un peu d'illustration sur cette façon de faire et ce parti pris qu'on prend vraiment en disant il faut faire les choses à partir d'un plan
réaliste, ancré dans la réalité. Je vous propose une petite réflexion sur, à votre avis, alors malheureusement je ne peux pas le faire en interaction, mais quels sont les points communs entre ces trois personnes, Marcus Miller, Teddy Riner et Charles Darwin. Donc, trois personnes qui vraiment ne sont pas du tout dans les mêmes environnements, même pas dans les mêmes siècles. Enfin, il y en a deux quand même, si. Alors, je vous donne la réponse, évidemment. Il y a un sujet d'ancrage dans la réalité pour ces trois personnes. Marcus Miller, c'est un grand jazzman et c'est un grand improvisateur, musicien improvisateur. Mais ce qui est intéressant chez un musicien improvisateur, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui va créer des notes de musique dans l'instant en fonction de ce qu'il entend et des notes de musique qui vont amorcer une réaction, qui vont créer une nouvelle note. Et ce qu'il cherche avant tout, c'est l'harmonie dans ce qu'il aura créé en tant que compositeur, improvisateur. Eh bien, le stratège dans l'incertitude, il est même complètement dans cette situation-là, d'improvisateur créateur qui va réagir et agir en créant de nouvelles notes à partir des notes qu'il entend et en cherchant une harmonie. Teddy Riner, judoka, là, c'est une autre approche qui est aussi tout autant ancrée dans la réalité, mais c'est une approche qui est de réaction à une attaque, à un adversaire. Et cette réaction, elle ne se fait pas en ayant prédéfini les gestes, les postures que l'on va pouvoir mettre en œuvre et en ayant son plan. Elle se définit par la forme de l'attaque qu'il reçoit à l'instant T et du coup de trouver la meilleure passe qui va lui permettre de garder le dessus. Donc là encore, on est dans un très fort ancrage dans la réalité et dans un très fort volonté de vraiment construire avec ce que l'on a à l'instant T comme matière finalement pour agir soi-même. Et puis Charles Darwin, je pense que là, vous l'avez trouvé tout seul. Seuls ceux qui s'adaptent vont survivre. Donc là encore, on est dans un principe de réalité. Alors sans doute à plus long terme, puisque dans la théorie de l'évolution, les choses se passent avec plusieurs niveaux de génération dans l'intégration de l'adaptation. Néanmoins, c'est la réalité, c'est la contextualisation qui fait qu'on va vraiment pouvoir devenir, être et être toujours en vie et fort dans ce contexte. Voilà. Donc tout ça, gardez en tête ces différentes approches parce que pour nous, c'est vraiment ça la posture de celui qui sait affronter et agir avec sérénité finalement dans l'incertitude. Alors ce que l'on propose pour traduire finalement cette posture, parce que vous me direz, est-ce que tout le monde est capable de cette posture ? Moi j'ai envie de dire, c'est peut-être mon côté très positif, j'ai envie de dire oui, tout le monde est capable de cette posture. Bon, tout le monde n'est pas complètement câblé pour l'avoir. Mais en tout cas, voilà quelques clés pour l'acquérir. Déjà, il faut une intelligence de situation. L'intelligence de situation, c'est donc faire acte de cette réalité. Et pour ça, il faut laisser parler ses émotions, son être. Donc c'est là où l'incertitude est une bonne nouvelle parce que l'humain est vraiment central avec tout ce qu'il a de personnalisé, de subjectif. Il faut absolument avoir une ouverture et une curiosité fondamentale, puisque c'est dans la curiosité qu'on va pouvoir découvrir. Et surtout, arrêtons de dire que la curiosité est un vilain défaut, c'est la plus grande des qualités. Il faut avoir une posture de détective, qui est celui qui va chercher des indices, qui en permanence va se dire, tiens, il y a une petite info là qui m'intéresse, en quoi elle va faire bouger ma vision des choses. Et l'autre capacité essentielle, c'est de savoir faire des liens justement de tous ces indices et de toutes ces informations. Alors concrètement, comment on propose nous d'aborder ce sujet ? Déjà, ce sujet, on l'aborde sous l'angle de la création de la valeur chez Vianeo. L'enjeu, c'est de se dire, comme je reprends mon cas des start-upers qui avaient la conviction qu'ils apportaient quelque chose de nouveau à forte valeur ajoutée, l'enjeu était de leur dire, cette valeur ajoutée, est-ce qu'elle va être partagée ? Et est-ce qu'au bout du compte, elle va non seulement créer de la valeur pour vous, porteurs de projet, mais pour le monde et l'écosystème qui va le recevoir. Pour ça, nous, de manière très concrète,
on vous propose sur la base de la méthode ISMA 360, qui est le cœur, l'ADN de Vianeo, qui est une méthode qui a été inventée à Sophia Antipolis par Dominique Vian, professeur à Schema Business School. On vous propose de déjà prendre conscience de quels sont les indices à identifier. Il y en a 20, donc ce sont tous ceux qui sont sur la slide sur la droite. Et puis, surtout, on va vous proposer on n'a rien inventé sur ces indices-là, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est comprendre un peu comment le marché, les besoins, etc. Mais pour aller plus loin et pour aider à justement affronter cette incertitude de toutes ces questions et ces indices, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir une représentation reliée et globale, systémique de l'ensemble de ces données au travers de cette représentation qu'on a mise sous la forme d'une marelle. Je vais revenir sur ce point-là, mais en tout cas d'un espace structurant et structuré qui va permettre de savoir en tout cas comment on positionne chacune de ces questions et ensuite pour mieux appréhender ce qu'elles nous apportent comme information dans l'enjeu d'y voir plus clair toujours et encore une fois à l'instant T. Donc cette carte et cette boussole, ce qu'elle a de particulier, c'est que, enfin cette carte qui devient une boussole, ce qu'elle a de particulier, c'est que d'une part, il y a 2 points. Premier point, c'est qu'elle est un fil rouge, comme je disais, systémique, c'est-à-dire qu'elle montre que tout est relié dans cette réflexion et dans cette incertitude. Finalement, tous les indices sont reliés les uns aux autres. C'est ce qui permet cette cognition, malgré le fait de ne pas voir plus loin que la réalité, finalement. Et donc, relié, systémisé au travers des 5 étapes. Chacune de ces étapes apporte une preuve de valeur. Et la première étape, pour reprendre l'illustration de la marelle, est donc la terre, l'ancrage dans la réalité, les moyens à disposition et le problème réel qu'on a identifié. Pour aller au ciel, si je prends la dernière case de la marelle, le ciel qui est l'espérance de gain, en tout cas de valeur ajoutée apportée au monde. Voilà. Et entre les deux, eh bien, on va pouvoir naviguer, questionner, itérer, revisiter à partir de toutes ces informations. L'autre point qui est intéressant au travers de cette approche, c'est que c'est une forme de méta-méthode, c'est-à-dire qu'elle donne un côté structurant et global qui intègre les approches qui sont absolument cruciales aujourd'hui pour affronter l'incertitude et qui sont de plus en plus utilisées, telles que le design thinking, la méthode de Blue Ocean, le Lean Startup et le Business Model Canva. Chacune de ces méthodes, en fait, à un instant de cette réflexion de quelle est ma place et qu'est-ce que je peux apporter comme solution pour à la fois trouver ma place, mais aussi améliorer le monde. Chacune de ces méthodes va vraiment aider à mieux le comprendre. La méthode Vianeo permet de les englober et de quelque part presque un peu de jongler, si je reprends la métaphore du jeu, de jongler et de les positionner comme il faut à chaque étape. Tout ça, c'est aujourd'hui modélisé dans une plateforme, puisque le côté systémique permet finalement d'avoir une représentation base de données de l'information et donc de pouvoir se vider la tête. Encore une fois, je reprends le détective, il va pouvoir se vider la tête de tous les indices qu'il identifie et puis les corréler et au final obtenir des résultats concrets de où sont les espaces de valeur, quelles solutions je dois faire pour rencontrer cette valeur attendue par le marché, quel doit être mon positionnement et comment je vais pouvoir, finalement, la question du business model, c'est la question du partage de valeur entre moi, offreur, et producteur, et le marché qui attend une solution. Voilà. Donc, je vais faire assez rapidement. Hein, bien évidemment, on pourra... pour ceux qui le souhaitent aller un peu plus profondément dans les arcanes méthodologiques. Mais en conclusion de cette première partie, l'enjeu, encore une fois, il est de se rassurer sur le fait que quand on ne sait pas, il y a vraiment moyen d'avancer, quoi qu'il arrive, parce que cette intelligence de situation va nous donner tellement d'éléments de construction d'une réalité qui sera bien plus pertinente que si on était dans la projection, en tout cas dans ces contextes aujourd'hui où, par définition, on ne sait pas.
Alors, je vais laisser à présent la parole à Marianne et Emmanuel Francillard. Juste petite introduction. Marianne donc a découvert Vianéo il y a un tout petit peu plus d'un an maintenant, au démarrage d'un gros projet transformant pour GE Healthcare, sur comment, et avec une grosse question qui est comment arriver à lancer des projets exploratoires à partir de questions, de questions stratégiques. Et donc, du coup, il y a eu non seulement une transformation pour GE en cours, loin d'être totalement gagnée, mais je laisse Marianne nous en dire plus, mais aussi, je peux le dire, une immense transformation de Marianne et une co-transformation, parce que pour nous-mêmes, au contact de Marianne et avec tout le travail qu'on a pu faire ensemble de manière hyper constructive toute cette année, on a vraiment grandi, et voilà un très très bel exemple d'intelligence de situation. Marianne, je te laisse la parole. Je pense que tu peux la prendre. Ou est-ce qu'il faut que je te la donne? Marianne, tu es là? Alors, attendez, il faut... Hop. Alors, vous m'entendez là? Voilà, ça y est, c'est bon. Super. Donc, bonjour. Donc, Marianne Gollet, je travaille pour GE Healthcare et en fait, je voulais, voilà. En fait, c'est ma petite intro Zoom. On m'appelle le corsaire et parce que en fait, je fais toujours les choses différemment et comme je travaille dans un grand groupe, eh bien, forcément, il y a allégeance au roi et à notre culture. Et donc, peut-être tu peux passer du coup à la page que je vais partager. Et en fait, par rapport à ce que Séverine racontait tout à l'heure, moi, mi-mars, je pensais être en dehors de tout ça et je me disais que rien ne pouvait me toucher. Et parce que moi, l'incertitude, c'était top, c'est ce que j'aimais faire. Et en fait, moi aussi, j'ai pris un sale coup parce que le contexte, c'était qu'on venait de finir le grand projet d'intrapreneuriat, une grande vague d'intrapreneuriat avec 150 formés et qu'on venait passer le relais au CODIR et il fallait donc incuber, activer les projets. Et là, distanciel. Et je me suis dit que ben voilà, j'avais plus de bateau et même dans la tempête, voilà, j'avais vraiment l'impression d'être le marin qui voit une super mer, mais j'avais plus de bateau et je savais plus comment y aller. Et je pense que l'équipe Vianéo d'ailleurs en était témoin parce que j'étais un peu insupportable. Et donc, finalement, je me suis posée et recentrée sur moi. Donc, c'était quoi mes valeurs, hein? Séverine en a parlé tout à l'heure. Eh bien, moi aussi, je fais partie des gens qui pensent que l'innovation, elle est faite par tous et pour tous. Je travaille dans ce qu'on appelle la distribution, vente et services. Et donc, historiquement, c'est des grosses équipes à délivrer et beaucoup de moutons. Et en fait, ce qu'on essaye dans cette transformation, c'est justement de rendre tout le monde acteur. Et comme Séverine le disait tout à l'heure, eh bien, les sachants ne savent plus vraiment, les experts ne sont plus vraiment des experts parce que personne d'entre nous n'a encore vécu cette situation. Donc, une fois que je m'étais recentrée sur mes valeurs en disant c'est ça que je fais et c'est ça que j'aime faire et c'est pour ça que je le fais, eh bien, finalement, j'ai repris ma posture de facilitateur et j'ai regardé ce que j'avais sous la main. Et ce que j'avais sous la main, c'était la plateforme Vianéo qui était structurée sans être trop compliquée. C'était comme me l'a dit tout à l'heure Séverine, c'était un peu la boussole avec laquelle je guide et je fais suivre des projets. Et du coup, depuis que j'ai découvert ça, ça m'a aussi changé la vie parce que parfois, en tant que pionnier et corsaire, eh bien, je m'impliquais un peu, je faisais tout, quoi. Je m'impliquais sur le fond et sur la forme et parfois, c'est pas toujours très sain. Et donc, du coup, depuis que j'ai Vianéo, c'est beaucoup plus facile parce que les équipes, les porteurs de projets, c'est eux qui savent. Et donc, moi, j'accompagne uniquement sur la méthode. Et donc, c'est beaucoup plus serein et engageant.
Enfin, comme tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, vous l'avez vécu en tant qu'entrepreneur, il y a des moments de bas, justement de doute, genre incertitude, et c'est là qu'il faut faire un grand effort et persévérer. Donc, moi, je vous recommanderais un livre anglais, un auteur anglais américain, mais vous pouvez aussi l'écouter ou le lire en français, qui est Stress Godin, qui justement parle très bien de quand on est au fond du trou, il faut persévérer et ne rien lâcher, quitte à abandonner les choses. Et donc ça, c'est important aussi. Aujourd'hui, on est tous, quand on est confiné, on a moins de ressources et donc il faut faire des choix, comme disait Séverine tout à l'heure, réalistes. Donc, une fois que je me suis dit, ça y est, j'ai de nouveau, j'ai cette plateforme, donc autant l'utiliser. Donc, j'ai commencé à engager ou réengager des volontaires. Donc là, moins aller les chercher dans des programmes formalisés. Sur l'image du voilier, pareil, j'ai réduit la voilure, mais j'ai utilisé la plateforme qui est facile à utiliser, qui est accessible sans grande formation et sans grand gourou, d'approcher Design Thinking, Lean Startup sans des journées de formation. Et donc, plutôt que fil rouge, je dirais c'était la boussole sur laquelle ils se raccrochent et ils avancent. Et donc finalement, le distanciel, nous on l'avait déjà pratiqué un peu lors de notre grand projet d'entrepreneuriat, mais finalement le distanciel c'est un non-événement et la Marelle est structurante et donc aide les équipes à avancer a fortiori à distance. Enfin, c'est un bon moment aussi. Souvent, quand on lance une idée et que les gens, ça fait des mois qu'ils travaillent dessus, ils ont tendance à tomber amoureux de leur solution. Et donc, du coup, ils ne veulent surtout pas aller se confronter à la réalité parce qu'ils vont recevoir du feedback. Là, on est quand même, merci Covid, dans une période où les gens sont quand même un peu plus tolérants, où ils acceptent d'être les premiers, de faire la formation pour la première fois à distance et les choses qu'on pensait impossibles deviennent possibles. D'accord ? J'ai conduit co-lidé un gros projet de déploiement informatique en avril de test. Même moi, j'avais dit première semaine, c'est du face à face, on s'engage, on crée une équipe et on teste tous ensemble. Pas possible. Eh ben, on l'a fait, on a testé et ce qu'on pensait impossible devient possible. Voilà. Et le deuxième truc, c'est que du coup, quand on expérimente, il faut permettre l'erreur. C'est vrai que dans nos grands groupes, ça ne fait pas vraiment partie du vocabulaire. Et alors, voilà, c'est pour ça qu'on est là aussi à aider les équipes à essayer, obtenir du feedback. Et donc, comme disait Mandela, je n'échoue pas, soit je gagne, soit j'apprends. Et donc, c'est vraiment cette méthode et qui permet aussi la résilience de toutes nos équipes qui sont à distance et qui ne vivent pas toujours bien le confinement. Voilà, et ce que je retrouve que j'avais déjà découvert via le programme d'entrepreneuriat, aujourd'hui les équipes ont plus tendance à revaloriser ce qu'on a déjà dans la maison. Dans la méthode Vianeo, on dit c'est ce qu'on a dans le frigo et du coup ça permet aussi de capitaliser ce qu'on a et d'avancer plus vite. Voilà, je pense que mon time's up et on prendra des questions après. Alors, je me permets juste, merci beaucoup Marianne, parce que tu pourrais raconter bien plus longtemps. C'est pas facile de concentrer tout ce que tu as pu expérimenter en un an. Et merci de ce témoignage et toutes les questions seront bienvenues ensuite. Je me permets juste, vous avez le terme effectuation qui est sur la slide de Marianne et j'en ai pas parlé. Il va de soi que c'est un sujet qui est vraiment au cœur de notre approche. L'effectuation, c'est un principe simple et de bon sens, j'ai envie de dire, qui est de se dire quand on ne sait pas où on va, le meilleur moyen d'y aller, c'est d'ouvrir son frigo et de regarder ce qu'on a pour avancer. Plutôt que de faire une liste au Père Noël qui risque de tomber à côté de la plaque parce que ce n'est pas exactement ce dont on avait besoin. Là, au moins, on avance avec ce qu'on a et on est souvent bien plus... on est surpris et on obtient bien plus qu'on imaginait rien qu'avec avec ce qu'on a. Voilà. Je vous invite à aller sur les sites d'effectuation et notamment le blog de Philippe Zilberzan où il y a des articles passionnants sur ce sujet et en ce moment passionnants autour de ce que nous vivons. Voilà, merci beaucoup Marianne.
et tu seras présente dans la phase de questions-réponses. Je vais donner maintenant alors, la parole virtuelle à Emmanuel Francillard. Alors, pour juste contextualiser, Emmanuel a été est fraîchement formée puisqu'elle a suivi notre première formation certifiante totalement digitale que Pascaline a menée sur 2 semaines et qui s'est terminée la semaine dernière. Et donc une nouveauté pour nous puisque jusqu'à présent on faisait ces formations évidemment présentielles. Et là, un client nous a demandé à la faire immédiatement. Et donc, la réussite a été intéressante et Emmanuelle a bien voulu nous partager ce qu'elle a ressenti, appris et vécu au travers Bonjour de à la tous. formation. J'ai récemment découvert la plateforme Vianeo et été formée à l'outil. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'effectivement, moi, ce que j'aime et ce que je trouve rassurant dans cette méthode, c'est le fait qu'elle ait un cadre qui soit à la fois structuré et structurant. Parce qu'effectivement, on a un parcours qui est articulé autour de 5 étapes clés, des 5 jalons de la Marelle, et chaque jalon ayant tout son lot de questionnements qui va nous permettre de faire vraiment le tour de la question sans impasse. Parce qu'effectivement, moi je trouve qu'à force de faire des projets d'innovation, on a toujours des sujets sur lesquels on va plus vite parce qu'on maîtrise mieux, on a plus d'affinités, etc. Et parfois, il y a certaines variables d'un projet sur lesquelles on peut peut-être un petit peu moins insister ou selon les projets, etc. Et là, ce qui est bien, c'est que du coup, on traite de tout. On n'oublie rien et ça c'est plutôt rassurant que ce soit pour le porteur de projet que pour celui qui va manager ou piloter le projet, etc. Donc je trouve ça particulièrement aidant et également structurant en tant qu'innovateur. Et ce que je trouve aussi très rassurant dans cet outil, c'est que comme pour tout projet d'innovation, on ne sait pas effectivement au début, quand on commence le process, à quelle solution concrète on va arriver. En revanche, avec cette plateforme, on sait dans tous les cas que la solution sur laquelle on va aboutir, parce qu'elle sera passée par ces différentes étapes, elle sera pertinente et concrète. En termes à la fois de désirabilité auprès des utilisateurs, de compatibilité avec l'écosystème, de viabilité économique, de faisabilité technique. Et ça, notamment pour une personne qui n'est pas habituée à innover ou qui a juste une idée, c'est plutôt rassurant de se dire dans tous les cas, si je fais bien l'exercice, si je me pose toutes ces bonnes questions, je vais aboutir à quelque chose de fiable. Et ce qui est finalement, au dernier point, rassurant également, c'est que si on a un process très complet, ce n'est en aucun cas un carcan. C'est-à-dire qu'il est très souple. On permet, moi je sais que j'aime beaucoup faire les allers-retours entre les différents jalons dont on a parlé, de se dire, bon, là je vais plus creuser ça, non mais je vais revenir là-dessus. Et donc il y a une vraie souplesse, une vraie agilité dans l'outil et qui permet du coup d'affiner au fur et à mesure son projet. Et puis on peut effectivement la personnaliser de façon assez poussée, intégrer des indicateurs de performance supplémentaires par rapport à ceux qui sont proposés, d'utiliser ou pas des outils qui ont été vraiment adaptés, qui sont téléchargeables, qui sont à disposition. Voilà. Donc moi je sais qu'aujourd'hui je suis consultante en innovation. Avant j'étais directrice marketing et innovation et j'aurais adoré avoir cet outil-là pour le pilotage de mon pipe innovation, que ce soit à la fois pour aller peut-être plus loin dans le développement des projets et aussi en termes de pilotage global, de reporting, etc. Voilà.
Alors, merci beaucoup, Emmanuelle. Elle s'écoutera ensuite à travers le webinaire qu'on lui enverra. D'ailleurs, je tiens à noter que, enfin, à vous préciser que le webinaire sera accessible en vidéo. On vous enverra le lien pour la suite. Pour ceux qui ont envie de partager et pour ceux, évidemment, qui n'ont pas été présents. Donc, en guise de conclusion, avant de passer aux questions-réponses, en fait, l'incertitude n'est pas un problème, c'est au contraire, au contraire, alors je parle très personnellement, pour moi c'est plutôt gage de sérénité, puisqu'on se dit que en fait chaque jour va apporter son lot d'indices qui vont nous permettre de continuer à construire dans une vision qu'on a et qui nous meut humainement. Et dans cet enjeu aussi de partage de valeurs. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que de se dire que l'incertitude va pouvoir prendre place de plus en plus de manière réelle dans la vie d'une entreprise. Parce que tout simplement c'est la réalité et que je pense qu'on se fait mal à vouloir l'évacuer, mais aujourd'hui on n'a plus le choix. Donc on ne sait pas où on va, mais on y va et avec joie, puisque dans l'incertitude, on a le prérequis de savoir qu'on ne sait pas tout et qu'on ne saura jamais tout. Donc, on fera avec une rationalité sans doute limitée, mais rien que celle-là, elle est énorme. Que l'on peut s'appuyer sur des cadres structurants et rassurants qui ne sont pas là pour apporter des réponses, qui sont là pour aider à poser des questions et en permanence à re-questionner. Je vous donnerai d'ailleurs un petit tips que j'utilise beaucoup. Personnellement, c'est quand on écoute quelqu'un, de lui dire à plusieurs reprises, tu as raison. Faites cet exercice-là et vous verrez, tu as raison, permet en fait non seulement de permettre à la personne de mieux exprimer ce qu'elle veut exprimer, donc sa façon de penser, mais également soi-même de se mettre dans une posture où on casse le biais premier de l'incertitude, qui est de vouloir toujours avoir raison. Donc, c'est vraiment un tips cognitif très utile. Tu as raison. Donc, ça veut dire que ce que tu es en train de me dire, il faut que je l'intègre dans ma propre cognition. Et puis, pour cela, justement, en intégrant ces autres raisons, entre guillemets, dans sa propre raison, on va pouvoir co-transformer. Et là, l'idée que l'innovateur est véritablement un co-transformateur, il se transforme lui-même tout autant qu'il transforme le monde dans lequel il va pousser sa vision, sa solution et ses actions. Et bien ça, aujourd'hui, je pense que c'est une formidable bonne nouvelle de se dire que l'action, elle est dans nos mains et la transformation qu'on est en train de vivre, on en est acteur. Il le faut absolument, coûte que coûte, qu'on en soit acteur. Merci beaucoup de votre attention. Je vais arrêter de partager la présentation et on va pouvoir échanger sur vos questions. Alors, là, il y a une question. Il y en a deux. J'en vois une de Jean-Roch Sergent. Est-ce que tout autre point commun entre un musicien et un sportif de niveau, n'est-ce pas l'excellence de la maîtrise des techniques, qui répète et s'entraîne tous les jours des heures pour le jour J, quid dans les organisations qui doivent avant tout délivrer au quotidien? En fait, à cette question, j'ai envie de dire que, déjà, ils ont commencé, ils ne savaient pas. Donc, oui, ils sont devenus des experts. J'ai pris des exemples qui sont un tout petit peu représentatifs de très haut niveau, mais j'ai envie de dire que c'est à la portée de tout le monde de commencer et que c'est effectivement en s'entraînant dans cette posture-là qu'on va finir par y arriver. Et puis, finalement, c'est pas l'apanage d'une expertise, il faut prendre le temps d'y arriver. Certaines personnes ont sans doute plus de manière intuitive et naturelle dans l'ADN le fait de jongler avec l'incertitude. Ça, c'est sûr et certain. Certaines personnes n'ont pas la cognition qui leur permet. Mais là, Marianne, tu peux peut-être donner ton avis sur le sujet, puisque toi, justement, une des découvertes, c'était de dire c'est à la portée de tout le monde.
Voilà, typiquement sur la partie au début d'aller s'ouvrir les chakras, aller comprendre les besoins, les cas d'usage pour pouvoir trouver la bonne solution et ancrer l'innovation dans l'écosystème. Avant, nous, le design thinking était uniquement réservé aux experts ergonomes, psy, etc. Et nous, on était trop bêtes pour le faire. En fait, design thinking, ça éveille la curiosité et nous sommes tous un expert dans nos métiers et donc parfois aussi on pense qu'on sait tout, donc ça force à s'ouvrir et je trouve que cette première partie, elle marche quand même pour tous dès l'instant, parce que dès l'instant qu'on devient curieux, on reprend un peu une posture d'enfant comme l'image que montrait Séverine tout à l'heure. Et en fait, quand on est curieux, on est motivé et on cherche. Et donc, moi, je fais vraiment partie de ceux, le design thinking, c'est pour tous et donc tout le monde y a droit et tout le monde sait le faire, quel que soit le profil. Merci. On a une autre question. Peut-être Pascaline, tu veux répondre sur… Il y a une question aussi dans le chat, en fait, si tu regardes. Oui, j'ai vu. Une question sur en quoi cette approche était différente de Pestel et Porter. Alors, sur cette réponse, je dirais qu'en fait, Pestel et Porter sont déjà dans une approche de cognition qui est très causale, on va dire, pas effectuelle, c'est-à-dire que je sais où je vais. Néanmoins, elle pose des questions qui sont classiques d'identifier l'écosystème, les acteurs, etc. Donc, pour répondre à cette question, je dirais elle est complémentaire, sachant que Pestel, Porter, pourrait s'intégrer à un moment ou à un autre d'une des cases de la Marelle, notamment à la case de l'écosystème. On peut, pourquoi pas, représenter l'écosystème en utilisant cette méthodologie-là. Voilà. C'est complémentaire et la différence, c'est que Pestel et Porter sont centrés sur une notion de chaîne de valeur, d'acteurs. Nous, on va intégrer la solution à cette réflexion, on va intégrer les usages, voilà, il y a vraiment ce côté global à l'ensemble. Votre approche se déploie-t-elle en collectif? Pascaline, tu prends la parole quand tu veux. Attends, tu es en muette de ton côté? Ouais. Bon. Donc la question, votre approche se déploie-t-elle en collectif? Oui, tout à fait, et même j'ai envie de dire, c'est en collectif qu'elle est plus puissante, puisque l'objectif en fait est d'arriver avec toutes les visions différentes autour d'un projet à partager une vision commune. Sophie qui nous écoute pourrait en témoigner puisque récemment on a mené un workshop à distance complet avec une équipe de 10 personnes pour lancer un nouveau projet et vraiment l'enjeu il est justement de faire un travail de maïeutique, de vraiment permettre à chacun d'exprimer sa vision pour arriver à une vision partagée et cohérente sur l'ensemble. Donc oui, surtout oui, c'est surtout pas un travail à faire tout seul derrière son écran. Ou alors, si on le fait tout seul derrière son écran, il faut à un moment donné se confronter à d'autres pour échanger. Et puis, si je peux rajouter justement la force d'expliciter les besoins, les solutions, etc., ça renforce aussi l'esprit d'équipe parce que quand ils le lisent et qu'ils se mettent d'accord, du coup, il y a compromis, consensus et du coup, ça permet d'avancer. S'ils ne sont pas d'accord, eh ben, on revient au point où ils ne sont pas d'accord et du coup, ça permet aussi d'avancer le fil rouge dont on parlait. C'est vraiment une force de l'outil parce que c'est une fois qu'on a compris comment ça marche, même les équipes autonomes ou qui connaissent Design Thinking ou Lean Startup se débrouillent toutes seules après. Alors justement, je rebondis, tu viens de parler d'une startup et on a une question sur est-ce qu'on fait appel à des experts du Lean Startup Blue Ocean. Séverine, je suis à nouveau opérationnelle pour répondre si tu veux. J'avais un problème, j'avais ni son ni audio, donc c'était un peu compliqué. Donc, je peux répondre peut-être à cette
à cette question. J'ai envie de dire, effectivement, on intègre les démarches Lean Startup, Blue Ocean dans le cadre de la méthodo, c'est-à-dire qu'on déploie des outils de ces méthodos. On utilise le canevas stratégique d'Océan Bleu. On fait tout un travail après de prototypage et de bêta-test qui s'inspire du Lean Startup. Donc, j'ai envie de dire, toutes les méthodes sont intégrées et connectées à la Marelle, en fait. Donc, qu'on fasse appel, enfin, je veux dire, on peut faire appel à des experts, mais nous, en tous les cas, on a dans notre fil conducteur tous les réflexes de ces différentes méthodes, en fait, qui sont intégrées. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que dans la conduite d'un projet, justement, un expert de l'une ou des méthodes fasse un focus et fasse travailler l'équipe vraiment sur ce sujet à proprement parler en mode très, très intense dans l'approche. Et moi, ce que je peux témoigner, c'est que justement, nous, on avait une forte culture à l'origine de Lean Startup qui s'appelle Fastworks chez GE, qui était un peu tombée en désétude parce que justement, c'était très siloté, il n'y avait que les experts formés qui avaient le droit de le faire. Et grâce à justement à Vianeo, on peut réapprendre à tout le monde les bases du Lean Startup, les réflexes. Et on ne fait que documenter, mais après les outils que vous avez, que vous utilisez dans votre entreprise, c'est tout à fait compatible. C'est juste, ça s'intègre et il n'y a pas de silo entre design thinking. Voilà, on se met vraiment dans la peau de l'entrepreneur et quelque part on s'en fiche des outils, quoi. Une question sur jusqu'où vous allez dans la structuration de la phase 1. Stratégie, comme analyse externe, interne, domaine, activité stratégique, scénario, mission, valeur. En fait, j'ai envie de dire que toutes ces questions vont être abordées à un moment ou à un autre du déroulement dans la Marelle. On se laisse conduire par ce questionnement pour qu'elles émergent là où elles ont leur place. Donc, l'analyse externe, elle va arriver sur la partie acceptabilité très importante. Interne, on va au point de départ identifier tous les moyens qu'on a à disposition. La mission, les valeurs, la vision vont se décrire progressivement et s'intégrer aussi dans la définition de la proposition de valeur à la fin. On déstructure quelque part, on décompose toutes ces questions-là et elles retrouvent leur place. Je ne sais pas si je suis claire, Serge, dans ma réponse, mais il faut se laisser conduire. Je vous donne un exemple. La semaine prochaine, on va mener un workshop d'une journée avec une entreprise qui a un projet d'énergie électrique. Le projet est page blanche. La responsable du projet me demandait comment on présente le projet au point de départ, qu'est-ce qu'il faut comme slide pour se lancer, etc. Je lui dis rien. Surtout rien, on va dérouler tout au long de la journée le projet et on va prendre pas à pas chaque information et lui donner sa place pour construire la vision complète et qui aboutira à un business case du projet. Une autre question. Sur le cas concret, peut-être Marianne, parce que je pense que c'est oui, en fait, je vais reprendre en fait ce matin ce que Séverine, je vais capitaliser sur son cas de l'ARS. Donc nous, on avait dans les projets d'entrepreneuriat typiquement une équipe qui travaillait sur les urgences du futur et quand on a rendu ça à notre équipe de consultants, on était début mars. En fait, eux, comme ils pratiquaient, donc l'idée, c'était redessiner le workflow des urgences du futur. Et depuis, on a déjà itéré, pivoté parce que les consultants ont pris notre démarche et je continue à co-construire avec eux chaque semaine parce que dans les consultants, il y a un urgentiste qui pratique à 20% de son temps et toutes les semaines, on adapte. Donc maintenant, il y a le parcours Covid plus, Covid moins. Dans 2025, on l'a renommé en infectio plus et moins parce que bon, on sera peut-être au-delà du Covid, mais il y aura peut-être d'autres infections. Donc, ça marche pour on va dire des workflows ou des journées d'utilisateurs ou de clients, patients.
mais ça peut marcher aussi, cas d'usage. C'est une solution quand même. J'ai besoin d'aller dans un hôpital le client a besoin il a passé une commande de plein de matériel, des respirateurs pour sa salle de réanimation et il a pris une shopping list comme ça là et il n'arrive pas à se projeter. Donc là, on utilise la réalité augmentée. Donc, le technicien qui va s'occuper de l'installation, il va scanner la salle et après, on lui positionne comme IKEA 3D ces équipements. Et ça, c'était avant Covid. Depuis, on a vu qu'il y avait une nouvelle technologie avec scanner avec méthode Olivar et donc du coup, ça lui permet de scanner, de rentrer chez lui, d'être protégé et de positionner du coup à la maison pour rendre un dossier au client. Donc tout ça, ça marche. Après, peut-être des produits concrets R&D, vous qui suivez des incubateurs, peut-être vous pouvez donner aussi un ou deux autres projets qui sont plus, on va dire, techno. On a beaucoup de cas, en tout cas la méthode a été utilisée sur tout type de projet, que ce soit de la croquette chez Royal Canin, des médicaments chez Pierre Fabre et tout type de plateforme qu'on peut trouver en particulier dans les incubateurs. En fait, l'enjeu, il est vraiment d'arriver si je prends le langage startup, à bien définir le product market fit, c'est-à-dire son positionnement au bout du compte et d'aider l'entrepreneur à se questionner. Donc, les cas concrets dans les incubateurs j'ai du mal à vous en donner un cas. Il faudrait se parler en direct pour que je vous en donne un cas. Là, on n'a pas le temps en plus. Il est déjà midi, mais en tout cas, il y a beaucoup de cas. Alors, juste un point sur nombre de participants, durée de l'accompagnement, fréquence des ateliers. Là, je dirais qu'en fait, l'enjeu, c'est que cette marelle, il faut la voir comme une espèce de squelette, avec il y a une moelle épinière qui est le lien en fait entre toutes ces variables, mais derrière en fait il faut absolument apprendre à l'utiliser de manière très agile. Et avec Pascaline, très souvent on s'est fait la réflexion en se disant que parfois on marche sur des fils, on l'utilise de manière un peu acrobatique dans des cas de grande incertitude où nous-mêmes on découvre tout autant que les clients le sujet. Mais ce qui est extrêmement rassurant, comme le disait Emmanuel, c'est qu'on peut vraiment se raccrocher à ce fil conducteur pour être toujours dans le questionnement et le construire de manière logique. Donc après, on peut adapter, on peut faire des sessions de 2 heures, des journées. Là, on est en train de modifier toutes nos prestations en faisant du digital. En fait, on est ébahi de l'efficacité. Pascaline pourra témoigner sur la certification. Ça a super bien marché et on se raccroche toujours à ce fil conducteur qui nous rassure, mais en même temps qui est hyper efficace. On ne sait pas où on va arriver, mais on sait comment on y va en tous les cas. Et ça, c'est super rassurant en fait. Et c'est vraiment source de créativité en fait dans cette démarche. Je peux peut-être répondre à la dernière question de Serge, Séverine, sur mais s'il n'y a rien au départ, s'il n'y a pas d'idée, comment ça se passe en fait. Effectivement, en fait, nous, on part de quelque chose, mais ce quelque chose peut être une thématique. Ça a été le cas chez General Electric avec Marianne. C'était des thématiques qui avaient été proposées par des managers, des thématiques comme les urgences du futur. On part de ce sujet-là, donc autant dire que ce n'est pas vraiment une idée. Mais à partir de cette thématique, on va réussir à justement identifier un point de départ qui, chez nous, sera un problème à résoudre. On va partir du problème à résoudre si on n'a pas une idée de solution. Et on va chercher des angles d'attaque sur le marché sur lesquels on peut apporter de la valeur, en fait. En gros, on va chercher des motifs d'insatisfaction, des cailloux dans la chaussure, des épines dans le pied, enfin tout ce qui va bien pour pouvoir apporter de la valeur. Donc, on peut partir soit déjà d'une idée de solution. C'est le cas souvent, notamment dans les startups. Elles arrivent, elles ont déjà leur idée. Donc, dans ces cas-là,
on déconstruit, on reconstruit avec elle. Soit on part d'une thématique et là, on va chercher des problèmes et après, on va choisir un angle d'attaque. Soit on peut aussi partir d'un problème à résoudre qui est déjà bien identifié. Donc ça, j'ai envie de dire, des problèmes à résoudre et des thématiques, il y en a partout, il y en a dans toutes les entreprises, des thématiques d'intérêt et ça peut être un point de départ sur la démarche, en fait. Pour la démarche. J'espère que j'ai répondu à ta question. Il y avait une question. Le BMC, c'est le Business Model Canvas. C'est un outil archi utilisé dans le monde de l'innovation en général, qui est un canevas avec 9 questions. Vous tapez Business Model Canvas ou BMC, vous le trouverez sur le net. À quel niveau de la Marelle on peut réfléchir innovation dans un cadre incertain? Alors, pour répondre à cette question, c'est tout le temps dans la Marelle. Dès qu'on met un pied dans la Marelle, on est dans cette posture vraiment exploratoire et d'incertitude en se disant tout l'enjeu c'est de trouver des indices. Donc on se laisse conduire, mais on est dans l'incertitude et on est très heureux d'y être. À quoi ressemble le document final à la fin de la démarche? Des documents finaux en fait sont des tableaux de synthèse. Chaque étape en fait de la Marelle est un atelier de travail et on va avoir soit une cartographie quand on est à la partie acceptabilité, une cartographie avec des liens entre les acteurs, soit un tableau avec qu'on appelle opportunité besoin à la phase d'usage et donc c'est un tableau avec des couleurs qui ressortent. Voilà, chaque atelier va avoir un document spécifique. C'est plutôt des documents du texte. On n'écrit pas des choses, on obtient vraiment du résultat. Et autre question, quel est le profil idéal du gestionnaire de projet? On n'en a pas, si ce n'est qu'il faut qu'il ait ces 3 caractéristiques de Darwin, de Teddy Riner et du musicien, c'est-à-dire qu'il soit ouvert à cette exploration, à cette incertitude et qu'il ait, j'ai envie de dire juste le prérequis, c'est d'accepter qu'il ne sait pas et qu'il va apprendre en marchant. Et puis la plateforme Vianeo est diffusée auprès de PME. On a aussi des usages dans des PME. Il est 12h05, on ne va pas aller plus loin parce que surtout tout le monde doit partir à plein de choses à faire. Merci vraiment tous. Je peux tout à fait vous envoyer le PowerPoint. Contactez-nous par mail, comme vous voulez. On vous enverra aussi à tous de toute façon. On vous enverra le lien du webinaire et le PowerPoint. N'hésitez pas pour toute question. Nous serons heureuses. Je me rends compte que nous étions nous sommes heureuses de vous répondre et d'explorer avec vous parce que l'un des points le plus fabuleux de notre travail, c'est qu'à chaque nouveau projet, c'est waouh, où on va, mais on y va. Merci à tous et à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.